Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, les besoins des populations recensés et restitués à la présidence de la République ce mardi. L'exercice participe du programme d'urgence de développement communautaire créé par le chef de l'État. Son mandat, je vous le rappelle, est marqué par le saut social. Bientôt, le printemps dans la coopération germano-togolaise pour les opérateurs économiques des deux pays. Le projet vient d'être lancé. Ça devrait encore plus faciliter les échanges entre Lomé et Berlin. Enfin, suite de la visite au Mexique du pape François, le souverain pontife a lancé un cri d'alarme ce mardi en faveur des indigènes du Chiapas, État riche dans le Mexique. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. De quoi avons-nous donc besoin dans nos villages et villes pour notre développement national? Question à toutes les populations depuis quelques jours. Des équipes interministérielles sillonnent le pays, les populations s'expriment. Une restitution a eu lieu ce matin, ce mardi, à la présidence de la République, initiatrice du projet. Le compte-rendu de Patrice Boko. Éviter à tout prix les disparités au niveau des différentes communautés à la base à travers l'amélioration des conditions de vie des populations, la construction des infrastructures socio-économiques, des services sociaux de base, l'eau potable, le développement de l'entrepreneuriat rural. C'est en substance le contenu des priorités du programme d'urgence de développement communautaire initié par le président de la République. Des équipes interministérielles constituées à cet effet avec l'appui du PNUD restituent les besoins exprimés par les populations elles-mêmes. Selon la dernière enquête CUIB, la pauvreté est en train de reculer sérieusement avec toutes les stratégies que le chef de l'État a instruites et qui sont en train d'être mises en œuvre. La pauvreté reste encore importante. Alors le président a pris sur lui de mettre ce mandat, ce quinquennat, sous le mandat social. Et joignant l'acte à la parole, il a fait prendre en Conseil des ministres un décret pour créer le programme d'urgence de développement communautaire qui vient en complément non seulement au programme d'appui aux populations vulnérables, mais aussi aux différentes initiatives qui sont déjà mises en œuvre en faveur des populations pauvres. Pour la représentante résidente du PNUD au Togo, ce programme est d'une grande importance pour un développement inclusif et participatif des populations. Le Togo a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui qui le situe à un niveau de croissance économique appréciable, des taux de l'ordre de 5 à 6%. Mais ce que les enquêtes ont montré, c'est que malgré ce taux de croissance important, les secteurs sociaux ont été relativement peu privilégiés. Et il y a sur le territoire des zones et des catégories de population qui n'ont pas beaucoup profité de cette croissance. Donc, un accent est mis sur le rattrapage au niveau des services sociaux. Dans la perspective de la collecte des besoins réels des communautés à la base, 3 zones ont été sillonnées, à savoir zone nord, Kara-Savane, zone centrale, plateau-est, zone maritime, plateau-ouest. Le PNUD accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre du PUDC. Et on vient de l'entendre au nombre des besoins vitaux exprimés ici et là par les populations, l'énergie, l'eau. Dans l'espace Yomoa, c'est une priorité aussi. Et d'ailleurs, bientôt, la phase 2 du programme régional de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Ça va plus concerner les milieux ruraux. Ils seront dotés d'infrastructures électriques solaires et d'adduction d'eau potable. Une réunion a lieu à Lomé depuis ce matin, justement sur le sujet. Quoi siglé, Erdo Kidou. L'UEMOA met le cap sur les énergies renouvelables pour lutter contre les changements climatiques. L'institution a élaboré un programme régional de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique PRODER, dont les travaux sont exécutés par la Société de biocarburants et des énergies renouvelables, la SABER. Dans la première phase du programme, des lampadaires et des mini-centrales solaires ont été installés pour répondre aux besoins énergétiques des centres de santé, des écoles et des espaces de loisirs.
Près de 200 localités des pays de l'Union ont bénéficié de ce programme. Pour consolider les acquis, il sera lancé en 2016 la deuxième phase avec la construction de grandes centrales solaires. La réunion de Lomé permettra donc aux acteurs de s'accorder sur les modalités de la mise en œuvre de la phase 2. Il y a beaucoup de demandes de la part des investisseurs privés et il faut mettre en place des outils, des instruments qui sont proposés dans le cadre de la FRAED pour accélérer le déploiement des projets d'énergie renouvelable, notamment le photovoltaïque, dans l'ensemble de la région. La stratégie énergétique de l'UOMOA se décline en 3 objectifs prioritaires pour 2030. Atteindre un taux d'électrification de 100%, faire baisser le prix moyen du kilowatt à 30 francs et atteindre une part de 80% en énergie renouvelable. Quand on parle de 82%, c'est y compris bien sûr l'hydroélectricité. Parce que sans hydroélectricité, on ne pourrait pas atteindre 82%. L'hydroélectricité est aussi de l'énergie renouvelable. Alors pour y arriver, bien sûr, nous avons dit qu'il faudrait d'abord commencer par donner de l'énergie aux populations les plus déshéritées. Le Togo a bénéficié de ce programme avec l'électrification rurale, l'alimentation en énergie des ouvrages d'adduction d'eau potable par le système solaire photovoltaïque. La phase 2 du PRODER en 2016 va donc permettre l'installation des centrales solaires d'une puissance totale de 200 MW en raison de 25 MW par État membre de l'UOMOA. Quelle diplomatie pour les défis et les opportunités du XXIe siècle? Eh bien, une bien grande question face aux enjeux aujourd'hui et demain. Question au corps diplomatique, à la société civile réunie hier pour leur rencontre trimestrielle. Plusieurs interventions marquées la soirée animée par le chef de la délégation de l'Union européenne, Nicolas Berlanga Martinez. Le compte rendu, Gérald Agoudou, Pierre Souchoupo. Quelle diplomatie pour les défis et les opportunités du XXIe siècle? C'est la grande interrogation qui a suscité réflexion et débat à ce rendez-vous trimestriel du Club des ambassadeurs accrédités au Togo. À la table d'honneur, Robert Doucet, entouré d'imminentes personnalités, des chevronnés des questions diplomatiques. Le décor de la soirée sera planté par Kadiata Lundiaï, la représentante résidente du système des Nations Unies. Un bref discours sur les relations internationales va introduire l'orateur Nicolas Berlanga Martinez, l'officiel de l'Union européenne au Togo. Le diplomate relate les enjeux et défis planétaires qui ont pour nom le terrorisme, l'immigration, l'insécurité, le climat et autres qui appellent à des actions collectives au-delà des frontières. Les défis n'appartiennent plus à un seul pays, à une région, mais à l'humanité tout entière, comme par exemple la lutte contre les changements climatiques, la conférence de Paris l'a mis au premier plan, ou la défense des valeurs de dignité et de respect de la vie humaine contre la barbarie du terrorisme qui nous défie quotidiennement. Des phénomènes comme le racisme, le commerce illicite des personnes, d'armes et de drogues, la lutte contre la corruption et les inégalités, la transparence des flux financiers, etc., demandent des réponses collectives au-delà des frontières géographiques des États, certainement au-delà des continents et même au-delà d'un certain relativisme culturel qui essaye de séparer les hommes et femmes, blancs, noirs ou jeunes, musulmans, chrétiens, juifs ou autres. Comment rendre alors efficaces les actions diplomatiques face aux grandes questions du siècle? La question est posée. Et pour certains, il faut reconsidérer les fondamentaux de la diplomatie tels que promus par la Charte des Nations Unies. L'ambassadeur a justement fait remarquer ces tensions contradictoires qui peuvent exister sur le plan politique, mais que sur le plan juridique, il y a quand même un modèle et exhorte à ce que l'on aille vers une modélisation à partir de cette tendance en nous focalisant sur le sentiment d'humanisme et d'universalité qui traverse la Charte des Nations Unies. Retour à la Charte onusienne, oui, mais pour d'autres, la diplomatie doit être beaucoup plus active et tenir compte des réalités de l'heure. Robert Doucet, en charge du portefeuille diplomatique togolais, va donc conclure le débat en des termes conciliants.
Ce que je retiendrai, c'est que la diplomatie telle que nous la vivons aujourd'hui doit être beaucoup plus réaliste. Nous avions bien sûr la Charte des Nations Unies, comme certains l'ont cité, mais cette charte a un objectif, évidemment celle de la paix, la prévention, la gestion, voire la paix internationale. Mais devant certaines réalités, nous pensons que nous devons nous adapter aux conditions de la paix, aux conditions du monde et particulièrement du continent africain. Défis et opportunités, deux termes contradictoires qui ont amené l'ensemble du corps diplomatique à préconiser une certaine redéfinition des différentes missions auprès des États. Dès lors, la voie semble balisée pour espérer passer de la diplomatie politique à la diplomatie sociale, économique et surtout humanitaire. Et voilà, on vient de l'entendre, une diplomatie voulue, de plus en plus réaliste, agissante. Illustration, nous le verrons plus tard dans nos prochaines éditions avec un accord de coopération technique signé ce mardi à Lomé. Accord entre le Togo et la République fédérale d'Allemagne. Accord de près de 6 milliards de francs CFA en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition. On apprendra dans la foulée une autre bonne nouvelle qui concerne les opérateurs économiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La coopération encore, le Togo et l'Organisation maritime internationale. Notre pays avait pris des engagements vis-à-vis de cette organisation. Ces engagements sont-ils respectés? Eh bien, OMI est à Lomé pour s'assurer de l'application des différents tests qui lient les deux parties dans le secteur maritime. L'audit prendra 10 jours. Félix Imdach. La sécurité d'un navire en croisade sur les côtes est l'une des obligations auxquelles ont souscrit les pays signataires de la Convention de l'Organisation maritime internationale OMI. Le Togo, pays membre, reçoit ici la visite des experts de cette institution. Une présence qui leur permet d'évaluer les dispositions prises par le Togo pour être en conformité avec les règles établies et envisager d'autres perspectives. On va examiner les obligations du Togo comme étant un état du pavillon, un état du port et un état côtier. Et on va voir comment il est en train d'appliquer les conventions internationales et comment il est en train de faire appliquer et faire appliquer les conventions internationales. L'objectif, ce n'est pas une inspection, c'est un audit. Ce programme, il sert et il servira à cibler la coopération technique en identifiant les domaines qu'il est souhaitable de développer davantage l'assistance technique dans ces domaines. En somme, c'est un travail technique qui vient à point nommé pour permettre au Togo de revisiter sa gestion de l'espace maritime et se positionner comme une destination sûre en matière de transport maritime. Il y a 2 ans, le chef de l'État a mis en place un haut conseil pour la mer que lui-même préside. Et ce haut conseil aujourd'hui a un ministre et a un préfet maritime. Le choix du Togo n'est pas fortuit. Notre pays va abriter au cours de cette année la conférence des chefs d'État sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et à ce titre, nous avons des efforts sont en train d'être faits en termes de mise en œuvre des dispositions prévues par les différentes conventions que notre pays a ratifiées. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'évaluation de la mise en œuvre de ces différentes recommandations qui nous ont été faites. Et donc, notre pays est heureux d'accueillir cet audit parce que nous aurons l'occasion d'évaluer nos forces et nos faiblesses. Le Togo est le deuxième pays qui accueille le présent audit. Durant 10 jours, ce sont donc des services techniques tels les affaires maritimes, la préfecture maritime, le port autonome, la marine nationale et même les écoles de formation en affaires maritimes qui feront l'objet de cette inspection. Et puis, sachez que le Togo fait et continue de faire sa toilette pour le prochain sommet sur la sécurité maritime à Lomé. Rendre donc la plage propre et attrayante fait partie des préparatifs. Et c'est ce que le préfet maritime Vigno Adjo est allé dire aux populations le long du littoral. Une tournée qui se termine. Viviane Souvi, Sonia Médico avec Esther Laclé.
Nglaisi, dans la ville d'Anéro, dernière étape de la tournée de sensibilisation du préfet maritime entamée depuis le 2 février. Ici, comme dans les autres localités, le message est le même. La protection du littoral, la sensibilisation sur les trafics illicites et les actes de vandalisme en haute mer. Autres points abordés par le préfet maritime, les préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté et le développement que le Togo s'apprête à accueillir. Je dirais nous qui sommes sur le terrain, les rapports que nous faisons et même avant, le gouvernement prend des dispositions. Je veux encourager pour que vraiment la sensibilisation continue, pour qu'on ait, je dirais, une tolérance zéro par rapport donc à ces actes. Des discussions qui ont permis à chacun des acteurs de dresser le bilan des 7 mois d'activité depuis le dernier passage du préfet. Le Togo, c'est un pays de loi et tous les citoyens, nous sommes tenus à respecter la loi. Heureusement, ils sont revenus à la raison, ils ont compris. Et la conclusion du patriarche de l'assistance, M. Kouyaya, il a dit, et quand on a faim, il y a un comportement, mais quand on a faim, ça ne veut pas dire qu'il faut piétiner la loi. Donc l'État fait aussi des efforts pour accompagner la population par rapport à ces problèmes-là. Nous ne pouvons pas dire à Néo ici que nous sommes laissés pour compte. Non, pas du tout. Et il y a beaucoup de projets que le gouvernement a mis sur pied à travers le ministère du Développement à la base, avec plusieurs produits et qui sont dédiés à toutes les couches vulnérables de la population. Depuis les jeunes, les femmes, etc. Chacun en a pour son compte. Et je crois que la sensibilisation doit encore aller dans ce domaine-là pour que la population s'approprie tous ces produits que l'État a mis à leur disposition pour réduire la pauvreté. La rencontre a également été l'occasion pour les responsables du comité de développement des villages de poser leurs doléances à l'endroit de la délégation. À cet effet, un lot de matériel d'entretien a été remis au CDQ et CVD pour rendre propre le littoral et ses environs. Autre sujet évoqué ce soir, la formation professionnelle. En ligne de mire, les jeunes, les ressources et outils pour la qualité de cette formation. 6 pays de la sous-région sont à Lomé pour mutualiser leurs efforts. Antoinette Omaovovo. Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement de plus en plus exigeant, marqué par la concurrence, la course à la rentabilité et à l'innovation, ce qui fait appel au professionnalisme et aux défis de la compétitivité. Dans ce contexte, la formation professionnelle demeure le moteur du développement avec pour résultat l'employabilité des jeunes, une réponse aux efforts de lutte contre le chômage. Et l'ambassade d'Allemagne au Togo s'engage à accompagner le Togo dans cette lutte à travers son programme Formation professionnelle et emploi des jeunes. Si on veut que les jeunes gens restent ici dans la région, dans votre pays, il faut vraiment les préparer pour le travail, pour l'emploi avec laquelle ils peuvent supporter leur famille. Et nous le savons bien, il faut une formation professionnelle adaptée aux emplois que nous avons bien dans le XXIe siècle. La mutualisation des ressources pour la mise en place d'une plateforme d'échange est l'une des préoccupations des pays de la sous-région présents à cette rencontre. Il s'agira de repenser la formation professionnelle afin d'offrir aux jeunes une formation adaptée aux besoins actuels du marché de l'emploi. Nous avons constaté que les pays ont un besoin crucial de développer des programmes et des curricula pour pouvoir former dans de nouveaux métiers. Parce que même les métiers qui sont exercés dans la majeure partie du temps, l'ingénierie n'est pas très affinée. Donc il y a un besoin d'affiner cette ingénierie et de la développer. Mais cela coûte cher et ça prend du temps. Donc les partenaires au développement ont accompagné différents pays avec des méthodologies qui avons demandé à ce que ça ne soit pas des duplications, mais que l'on puisse travailler de façon complémentaire. L'engagement du gouvernement se traduit par une série d'actions allant dans le sens de l'apprentissage des jeunes aux compétences adaptées à la modernisation. La différenciation des méthodes de formation est donc utile pour favoriser le transfert du savoir d'un pays à un autre.
Le problème social le plus important, c'est le chômage des jeunes. Et ce problème ne peut pas être résolu si ces jeunes-là ne reçoivent pas une formation professionnelle adéquate. Nous nous rencontrons ce jour pour échanger nos expériences en matière de formation professionnelle et ces échanges vont porter sur les méthodes de formation et puisque chacun de ces pays adopte la nouvelle méthode qui permet de former vite et bien. Et porteront également sur les programmes, les curricula pour pouvoir former. Et nous allons donc mutualiser tous ces outils pour que nous ne fassions pas la même chose de la même façon, avec les mêmes moyens, isolément. La plateforme de mutualisation des ressources qui sera mise en place permettra d'améliorer la pratique pédagogique par l'introduction du système dual dans la formation professionnelle et de donner des compétences et qualifications aux jeunes à travers l'apprentissage. Et voilà, donc pour les jeunes, une formation de qualité. La formation continue maintenant dans les entreprises et les administrations à l'heure de l'émergence. On parle de plus en plus, vous le savez, d'une gestion axée sur les résultats. Une formation continue devient donc un impératif. La préoccupation est au cœur ici, vous allez le voir, de ce petit déjeuner de presse. C'est Honorine Eklou, Adolphe Paca. Les ressources humaines demeurent pour l'administration comme pour les entreprises un atout de taille en vue d'une meilleure gestion. Mais encore faut-il que ces hommes et femmes possèdent des compétences nécessaires et surtout adaptées à l'évolution du monde du travail. Ce qui ne peut s'opérer qu'à travers le concept de formation continue. La formation continue, c'est un peu comme la respiration. Chaque fois que l'on inspire, on renouvelle l'air qui se trouve dans notre organisme. La formation a exactement le même effet, de renouveler les capacités de ceux qui entreprennent ce processus. Le perfectionnement professionnel est une préoccupation des chefs d'État africains qui, depuis 1975, ont pu créer le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Aujourd'hui, dans un contexte où la plupart des pays africains aspirent à l'émergence, le rôle de ce centre s'avère fondamental dans le processus de mise à niveau des cadres. Dès que l'on considère le personnel comme une ressource fondamentale pour le bien de l'entreprise, eh bien, on ne devrait pas hésiter à investir dans le renforcement des capacités de ces ressources. Depuis 41 ans, ce centre est donc au service de la formation et du recyclage des cadres en Afrique. Problématique de la formation continue qui était encore au centre de ce petit déjeuner débat. Une manière d'amener les décideurs à inscrire la formation comme priorité dans leur programme. À signaler également dans l'actualité ce soir, ce débat presque quotidien maintenant, aujourd'hui, l'accès des femmes à la terre, surtout en milieu rural. Le projet Achemitom, nous aurons les précisions tout à l'heure, remet le sujet sur le tapis avec ses corollaires autonomisation, équité, de Douaré, Nathalie Panengue. La terre est le premier facteur de production et une source principale de revenus en milieu rural, tant au Bénin qu'au Togo. Malgré les dispositions législatives prises par les deux pays qui consacrent le principe de non-discrimination, les femmes sont toujours victimes de limitations diverses à leur droit à posséder la terre. Le projet Achemiton en français, c'est notre droit, est une initiative transfrontalière de promotion du droit des femmes à la propriété. Nous ne savions pas avant qu'il fallait, lorsqu'on te donne toi ou bien lorsque tu as besoin d'une terre, d'abord la réclamer, c'était difficile. Désormais, nous savons que nous avons des droits. Nous sommes héritiers, comme les garçons. Et nous réclamons, et aujourd'hui, avec l'initiative Achemiton, nous savons comment aller vers les autres pour demander et en acquérir. Après 5 années de mise en œuvre de ce projet dans 10 communes du Bénin et 4 préfectures du Togo, à savoir Oti, Pendial, Bina et Assoli,
L'heure est ici à la dissémination des résultats. Et aujourd'hui, nous sommes quand même convaincus que le renforcement du pouvoir économique de la femme est une réalité. Au moins au niveau du Togo, 47% de nos groupes cibles peuvent affirmer qu'elles ont accès à la terre. Alors qu'en début de projet, on était à 15% sur le plan national. Nous avons pu mobiliser les femmes à entrer en négociation avec les autorités locales et politiques aussi pour avoir accès à la terre, soit à travers des dons ou à travers des prêts, des terres qu'elles ont pu exploiter pour la production et leur permettant ainsi d'augmenter les revenus. Nous avons également mis ensemble les femmes dans des associations villageoises d'épargne et crédit pour leur permettre d'épargner, mais aussi d'avoir un réseau de solidarité pour s'appuyer mutuellement. Cofinancé par l'Union européenne et Care International, Atchemiton est un projet innovant qui vient ainsi réduire la pauvreté dans les deux pays voisins. C'est pourquoi le gouvernement togolais, pour sa part, s'engage à prendre des dispositions adéquates pour garantir la pérennisation des acquis de ce projet. Sur la base des comptes rendus qui nous sont parvenus, je peux affirmer, avant même le partage des résultats, que le projet Atchemiton a été un succès et qu'il a contribué à assurer un cadre d'accès à l'information et de renforcement des capacités au leadership féminin. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir la pérennisation des acquis du projet Atchemiton. Tous les acteurs devraient donc se mobiliser pour qu'aucune femme ne soit plus privée du droit d'accès à la terre, ceci afin de réaliser le développement durable et inclusif tant souhaité. Santé, mois de janvier, début du déclenchement d'une épidémie dans la région Kara. Les préfectures Bassar et Dankpen sont plus touchées. Comment limiter les dégâts? Eh bien, l'accent est mis sur la sensibilisation. Nestor Mozou pour les précisions. Parmi les 7 préfectures de la région de la Kara, Dankpen et Bassar sont les plus touchées par la méningite. À Bassar, à la date du 15 février, 63 cas ont été enregistrés avec 9 décès. Le préfet et les chefs de canton ont entrepris une tournée dans les différentes localités en vue d'apporter l'information aux populations. La préfecture de Bassar, depuis le 7 février 2016, est en épidémie de méningite. Saisi de la situation, le chef de l'État nous a dépêchés, ensemble avec le personnel de la santé, pour sensibiliser toutes nos localités afin que les malades, dès la détection des premiers signes, qu'ils soient conduits vers les formations sanitaires les plus proches pour une prise en charge gratuite. Il faut noter que au centre hospitalier préfectoral, plusieurs commissions ont été mises sur pied par le gouvernement pour la gestion de ces malades. Les causes, les manifestations de la méningite et les conduites à tenir sont expliquées à la population. Concernant les manifestations, il y a la fièvre brutale qui varie de 38 à 40 degrés Celsius. Il y a les céphalées. Dans les céphalées, la personne au bruit ne tolère pas. Il crie, il s'agite. À la lumière, la personne est obligée de se cacher les yeux. Et c'est là-bas qu'on appelle photophobie. Il y a les vomissements sans effort qui sortent en jet. Et il y a aussi la raideur de la nuque. Certes, l'épidémie de méningite est le point d'orgue des séances de sensibilisation, mais les autorités de Bassar ont saisi l'occasion pour parler à leur auditoire d'autres sujets, notamment le trafic des enfants. Ces derniers jours, le phénomène a pris de l'ampleur dans le milieu. Nous sensibilisons les gens pour leur dire que nous ne sommes pas les plus pauvres au Togo, pour que nos frères, nos sœurs prennent les enfants pour les envoyer au Nigeria pour aller souffrir. Ces enfants qui reviennent là-bas, ils reviennent avec des maladies. Les gens sont des drogués. Alors nous sensibilisons les gens, ils n'ont qu'à rester avec l'argent qu'on est en train de prêter aux gens aujourd'hui. Mais les gens ont évolué. Je ne sais pas ce que nous cherchons. Si les gens restent, ils font des groupements, ils cultivent, ils vont s'acheter des motos plus performants que ce qu'ils vont aller ramasser. Le trafic des enfants est puni par la loi. Les parents ont été édifiés sur les peines qu'ils risquent en se livrant ou en étant complices de cette pratique.
À l'étranger, on l'a appris en ce début de soirée, la mort de Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU, est décédé à l'âge de 93 ans. Égyptien, il a été le tout premier Africain à accéder au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En Centrafrique, alors qu'on est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche, un scrutin qui va départager, vous le savez, deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuele et Faustin Archange Touadéra. Eh bien, la MINUSCA, la force des Nations Unies, fait encore l'objet de nouvelles accusations. La MINUSCA est accusée notamment d'abus sexuels. L'actualité internationale, c'est aussi ce cri d'alarme du pape François. Nouvelle étape du souverain pontife au Mexique. Le Chiapas, 22% d'indigènes et d'États riches en pétrole et en gaz. Pour le chef de l'Église, eh bien, c'est une région menacée aujourd'hui par l'exploitation des ressources naturelles. Il exige un examen de conscience pour les torts infligés au peuple autochtone. Regardez. D'une superstar, des dizaines de milliers de fidèles réunis dans le stade de San Cristobal de las Casas pour accueillir le pape François. Le souverain pontife célébrait une messe ce lundi dans l'état du Chiapas. Fidèle à lui-même, le prêche a pris un ton politique quand le pape s'adresse aux peuples indigènes de l'une des régions les plus pauvres du Mexique. Certains ont jugé inférieures vos valeurs, votre culture et vos traditions. D'autres, étourdis par le pouvoir, l'argent et les lois du marché, vous ont dépossédé de vos terres ou ont posé des actes qui les polluent. C'est si triste que cela nous ferait du bien à tous de faire un examen de conscience et d'apprendre à dire pardon. Pour la première fois, à sa demande, des textes liturgiques ont été lus dans les principales langues indigènes. Une reconnaissance qui a évidemment ému les principaux concernés. Nous sommes fiers qu'il ne nous ait pas abandonnés. Le pape argentin n'a pas failli à ses engagements. Discours aux accents très sociaux quand il fustige les multinationales qui exploitent les ressources de la région et de lancer un appel pour la protection de la nature. Protection de la nature mais aussi de la culture. À l'issue de cette messe, le souverain pontife a rencontré des représentants de familles indigènes avant de rejoindre une autre ville, Tuxtla, et un autre stade, Bondé. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 8 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le lundi 29 février 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances et de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement informe les experts techniques intervenant à l'occasion de sinistres ou d'avaries subis par les biens de toute nature, donnant lieu à une garantie, d'une compagnie d'assurance que les nouveaux tests régissant l'exercice de cette activité sont disponibles à la direction des assurances au CASEF. En conséquence, le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement invite les experts techniques agréés et tous ceux qui sollicitent un agrément à se conformer à ces nouveaux tests. Sachez aussi que le ministre de la Défense et des anciens combattants communique sur un concours de recrutement des élèves officiers médecins de l'école du service de santé des armées de Lomé, concours ouvert aux jeunes gens des deux sexes. Ce concours se déroulera les 10 et 11 mai 2016 à l'école de la gendarmerie nationale. Vous pourriez trouver les conditions pour le dépôt des candidatures dans le quotidien national Togo Presse. Enfin, la TDE informe son membres de clientèle que des travaux de renforcement de la distribution d'eau sont en cours dans la ville de Lomé et de ses environs pour améliorer la desserte en eau des abonnés. Ces travaux occasionnent des perturbations dans la fourniture d'eau dans certains quartiers de la ville. La TDE présente ses excuses pour les désagréments provoqués par ces travaux et est à l'œuvre pour une régularisation de la situation dans les plus brefs délais. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Très belle fin de soirée chez vous.